Bien, les chers amis, nous revenons donc cette fois-ci pour étudier le cas des échantillonnages probabilistes. Bien, rappelons qu'il s'agit donc des échantillonnages où chaque événement a la même chance de se reproduire. Bien, le premier cas et le plus utilisé d'ailleurs concerne l'échantillonnage aléatoire simple. Échantillonnage aléatoire simple signifie encore qu'il y a sélection au hasard au sein de la population de l'échantillon qui va représenter celle-ci. En d'autres termes, il s'agit d'un tirage au sort qu'on appelle encore randomisation ou encore un choix au hasard des individus qui vont représenter, n'est-ce pas, la population d'études. Ensuite, donc, nous avons un cas un peu plus sophistiqué d'échantillonnage aléatoire qui est stratifié. Pourquoi stratifié? Parce qu'ici, on divise la population totale en sous-groupes homogènes. Ensuite, à l'intérieur de chaque sous-groupe, on va, n'est-ce pas, sélectionner au hasard le nombre fixé. Bien, nous allons considérer, n'est-ce pas, deux cas pour illustrer cet exemple. En production végétale, par exemple, il est question d'évaluer la moyenne, ou du moins avoir une évaluation moyenne d'une variété de maïs, pour considérer, n'est-ce pas, cette plante que nous connaissons tous. Alors, dans une région donnée, disons par exemple dans la ville de Chang, alors l'évaluation moyenne va considérer une représentation de l'écosystème de Chang, c'est-à-dire toutes les altitudes par exemple pourront être concernées. Alors, on décide donc de découper Chang en 4 altitudes, d'élevé à faible. Et ensuite, au sein, n'est-ce pas, de chaque altitude, on a un certain nombre de parcelles expérimentales. Le même nombre est, n'est-ce pas, créé dans les différentes altitudes. Et ainsi donc, cette variété est cultivée, évaluée et la moyenne donc de la production va représenter, n'est-ce pas, la moyenne de la production de cette variété à Chang. Alors on voit, n'est-ce pas, qu'ici on évite un biais qui pourrait être lié par exemple à la variabilité du sol en fonction du gradient d'altitude. Un autre exemple, cette fois-ci en production animale par exemple, va concerner, disons, prenons comme ça l'évaluation d'une plante fourragère en alimentation animale. Et nous allons sélectionner la plante fleur jalousie, connue de Tithonia diversifolia. Alors, que faut-il faire pour considérer la même ville? Étant donné que la composition de la plante va varier d'un point à l'autre, pour avoir, n'est-ce pas, un échantillon représentatif, on va, par exemple, observer la même découpe. Ensuite, les mêmes quantités vont être prélevées, n'est-ce pas, à chaque altitude. Puis, l'ensemble va être mélangé pour former donc un aliment de base qui va être, n'est-ce pas, analysé et utilisé. Ici donc, on dira que Tithonia qui a été utilisé pour l'incorporation dans l'aliment du bétail est un aliment qui a une valeur qui représente effectivement, n'est-ce pas, cette ressource dans la ville de Chang. Vous voyez, tout ceci, c'est pour éviter les biais liés, n'est-ce pas, à la variabilité soit du sol, soit de l'altitude, ou alors de la plante en question. Bien, nous allons ensuite à l'échantillonnage systémique. C'est quoi l'échantillonnage systémique? Alors, on va fixer une base qui va constituer les critères de l'échantillonnage. Je prends un exemple pour une population donnée. On décide de choisir un individu à chaque troisième position, autant pour moi. Pour le cas précis que nous avons là, nous allons compter. Si nous prenons cet individu, 1, 2, 3, l'individu 5 sera choisi. Ensuite, 6, 7, l'individu 8 sera choisi.
9, 10, l'individu 11 sera choisi. Alors, dans ce cas, 3 ici représente ce qu'on va appeler le pas d'échantillon. Et le pas d'échantillon va être calculé selon la formule taille de toute la population divisé par taille de l'échantillon. Ainsi, par exemple, si nous voulons échantillonner 500 individus dans 5000, ce qu'on va faire, le pas d'échantillon qui va être le critère de sélection systématique va être égal à 5000 individus divisé par 500. Eh bien, si nous avons là 10, nous dirons que le pas est de 10 et de ce fait, à chaque 10e position, on va, n'est-ce pas, sélectionner l'élément qui va représenter la population dans l'échantillon. Alors, nous allons comme ça à l'échantillonnage en grappe ou en groupe. Très bien. C'est quoi donc l'échantillonnage en grappe ou en groupe? Dans ce cas précis, ayant, n'est-ce pas, découpé le terrain ou alors la population en strates ou encore éléments de différenciation, on va au sein d'un élément homogène ou alors d'une strate homogène sélectionner tous les éléments d'un sous-groupe. Tous les éléments d'un sous-groupe. Ainsi dit, si nous avons par exemple une catégorisation en basse et haute attitude, ce que nous allons faire en haute attitude, nous allons aller dans l'un des segments. Si nous avons en haute attitude quadrillé le terrain, nous choisirons tous les individus d'un cadre en haute attitude et tous les individus d'un autre cadre en basse attitude, et chaque groupe va représenter, n'est-ce pas, son attitude. Bien, là, nous avons passé en revue les explications relatives aux méthodes d'échantillonnage probabiliste. Bien, en bref, retenons que l'échantillonnage probabiliste permet de limiter les biais liés, n'est-ce pas, à la variabilité des éléments, des individus ou alors, n'est-ce pas, de l'échantillon. Alors, sur ce, nous allons nous arrêter là. Question de souffler, nous reviendrons plus tard pour expliquer dans le détail l'avantage et l'inconvénient de chacune des méthodes. Sur ce, je vous remercie.